Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Bonjour Dylan, merci d'être venu nous voir sur le podcast. Tu m'avais invité il y a quelques semaines sur ton podcast à toi qui s'appelle Focus. Oui. Et du coup, je te retourne l'appareil et je suis super contente d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu veux te présenter en 2 mots et présenter ton podcast? Ouais, d'accord. Alors ouais, effectivement, je t'ai reçu il y a quelque temps sur le podcast Focus, donc merci d'abord d'être venu. Et il y avait Arnaud qui était en coulisses aussi, qui a subi sur le canapé du Le spin studio. doctor. C'est ça. Et du coup, bah ouais, donc je m'appelle Dylan, je suis genevois de Genève, donc né ici. J'y arrive sur ma cinquantaine, 50 ans là, au mois de mars de cette année, donc voilà, un demi-siècle sur cette planète. Ça fait du vécu. En plus, j'ai fait pas mal d'expériences parce que je suis assez curieux de nature. Et j'aime bien profiter, de la vie, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire découvrir des gens, découvrir des pays, découvrir des cultures différentes. Donc c'est vrai que ça m'amène à beaucoup voyager. Donc c'est un peu ça qui m'a formé ainsi sur le parcours, si tu veux. Et puis après, effectivement, j'ai conscientisé assez tard le mot, entrepreneur qui est utilisé depuis quelques années, à tout va sur les réseaux sociaux et en général. Donc je me suis formé, on va dire autodidacte, dans le milieu de l'événementiel. Donc tout ce qui était nuit, discothèque, bar et cetera. Donc voilà, puis c'est seulement il y a quelque temps que du fait d'avoir accès à l'information sur YouTube et autres, donc on a vraiment un gros accès à l'information actuellement, qui m'a permis de conscientiser tout ça, puis de dire: «Ah, au fait, je me retrouve dans tel parcours de telle personne. Ah ouais, c'est vrai qu'elle, elle a fait ci, ça a des parallèles par rapport à ce que j'ai vécu». Donc je me qualifie maintenant d'entrepreneur, voilà, tout en sachant pas réellement ce que c'est. Quoi, si c'est bien défini ou pas, en tout cas, voilà. Mais j'entreprends. Donc dans ce sens-là, effectivement, je suis plus dans un homme d'action que de réflexion. Et c'est dans l'action que je trouve justement les réponses aux questions qui se posent. Comme je dis toujours, ça sert à rien d'anticiper trop non plus. Il vaut mieux réagir quand la chose se passe, quoi, arrive dans ta vie, que ça soit bien ou mal, quoi. Donc de trop réfléchir, de trop brainstormer, de trop analyser, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui t'empêche d'avancer. Donc c'est Qui te dans la dessert. trouver des réponses à mes questions. Et puis des fois, tu sais, tu en disant: «Ah, peut-être si je fais un move à gauche, bah, peut-être que» bah, non, en fait, non, tu fais un mouvement à gauche, mais il y a rien qui se passe. Donc je me suis dit depuis là, la seule réelle, question que je me pose, je crois qu'on en avait parlé, c'est: «Est-ce que je peux mourir en faisant une action X, Y, Z?» Si la réponse est non, bon, bah, j'y vais, quoi. Puis on Tu y verra vas. bien pas sur le chemin, quoi. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit et mon parcours en résumé, quoi. Donc voilà, OK. mais autodidacte dans le milieu de l'événementiel, qui après a décliné aussi sur le côté événementiel corporate, donc l'entreprise, lancement de produits et cetera, quoi. Mais toujours Bah, fédérer les gens. explique-nous un petit peu comment tu as commencé dans l'événementiel. Tu faisais quoi? Est-ce que c'était ta première carrière ou bien est-ce que tu as commencé déjà, avant? Alors ça a été toujours si tu veux, un fil rouge. Donc j'ai j'ai commencé en gros à l'âge de 15 ans à organiser des petites soirées dans les maisons de quartier de mon quartier. Donc à toujours fédérer, le but c'est vraiment de fédérer, de réunir les gens. Donc voilà, c'était des soirées à thématique, rap à l'époque, donc hip-hop. Donc on avait OK. l'écosystème qui était avec des danseurs, avec des gens qui faisaient de la peinture, graffiti pardon, artistes, des DJ et cetera. Tout cet écosystème-là, ben, se réunissait lors des soirées que j'organisais dans la maison de quartier. Puis ça fédère des choses, ça amène plus loin des personnes qui se rencontrent et cetera. Ça a toujours été un peu la substance, l'essence de mon parcours de vie, si je peux le résumer à ça. Donc c'est toujours fédérer les gens, les amener à se rencontrer, de les amener à développer des choses ensemble. Donc voilà, ça a commencé très jeune, à 15 ans, ce côté événementiel. Puis après, c'est sans avoir une notion business, chiffre, compta, enfin voilà, c'est vraiment le truc. Vous venez tous, vous donnez chacun un franc symbolique et puis on se réunit pendant 3 4 heures, autour d'une même passion qui nous rassemble. Puis après, bah, ça a évolué justement, j'ai rencontré quelqu'un qui était basé sur Lausanne. Où là, ça devenait un peu plus professionnel. Il y avait des budgets, on louait des salles, pour justement ce type d'événementiel. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, donc quand je te parle de ça, c'est dans les années, 90, il y avait puis tout ce qui était discothèque, accès public ne voulait pas ce type de musique et de clientèle. Donc du OK. coup, ça nous a amené à nous débrouiller par nous-mêmes et à louer des salles, type salle de quartier ou tu sais, salle communale dans les différents endroits pour
prodiguer ces événements-là. Donc ça veut dire qu'on devait louer de la sonorisation, on devait faire appel à la sécurité, on devait avoir du stock de bar, on devait avoir des barman pour délivrer, des ramasseurs, enfin, et cetera. Donc assez vite, à ce moment-là, ça c'était plutôt sur le coup des 18-19. Et j'ai fait un voyage aux États-Unis aussi, à San Francisco, pendant un moment, à mes 18 ans, qui m'a aussi montré une autre façon de voir les choses et d'entreprendre et pas d'entreprendre comme j'ai dit, hein, c'est le mot actuel que j'ai trouvé, mais de faire des choses différemment et puis avec une autre mentalité qui m'a beaucoup plu. Puis en revenant ici, j'ai essayé d'insuffler ça par le biais de cette organisation qui était plutôt à Lausanne. Où là, on devait vraiment se débrouiller de A à Z en ayant tous les éléments contre nous, donc à savoir les municipalités qui voulaient pas cette musique-là parce que ça ramène une certaine clientèle qui était pas forcément, voilà, super cool, qui voulaient les différentes discothèques donc privées mais ouvertes au public qui voulaient pas non plus cette clientèle-là. Donc ça nous a amené à nous débrouiller parce que ça représentait une part de marché, donc on a évolué là-dedans en faisant des concerts, en faisant des soirées un petit peu à thématique, toujours dans cet écosystème qui était le hip-hop, ce mouvement hip-hop qui est arrivé par là dans les années 85, je crois, en Suisse ou en Europe. Et puis voilà, je me suis développé autour de soi. Donc ça veut dire qu'après, j'ai commencé à manager des artistes. Donc quand tu manages des artistes, tu les enregistres en studio, tu les bookes aussi pour qu'ils puissent se montrer en public. Enfin, voilà. Donc j'ai eu plusieurs casquettes dans cet écosystème-là, T'étais d'organisateur, agent. agent d'artiste, ouais. Puis en même temps, bah, tu Une des produis les casquettes, c'est ça, quoi. dedans, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est ouais. un peu cet écosystème. Excuse-moi. C'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais savoir, t'as rapidement parlé d'un voyage que t'as fait à San Francisco quand t'étais assez Ouais, jeune et dont tu serais revenu changé ou en tout cas avec une autre vision. ouais, ouais. Tu peux nous dire un mot sur ce que t'as vu de différent là-bas Ouais, bah, et comment tu l'as appliqué? ouais, je suis parti rejoindre des amis donc qui étaient de Genève à San Francisco et puis après, bah, je rentrais justement donc j'ai profité de leur logement, pendant 3 mois. Puis après je me suis retrouvé à faire des auberges de jeunesse et cetera et après habiter chez des gens de San Francisco donc ça allait très vite. Bah, si tu veux le changement a été le suivant, c'est que je pense que je suis plus dans l'état d'esprit américain en termes de business qu'européen où c'est plus lent, administratif et cetera. Tu sais, moi j'aime bien la phrase qu'ils ont les Américains, c'est ils préfèrent demander pardon que s'il vous plaît, quoi. Donc ils font les choses, puis après ils disent: «Pardon, je savais pas qu'il fallait», voilà. Mais je trouve que c'est beaucoup plus productif et plus positif dans le domaine de l'entrepreneuriat que de toujours se dire: «Tiens, je vais faire telle paperasse, tel admin, tel machin, monter ma société» et cetera, sans savoir si tu as un client, quoi, tu vois? Donc tu arrives là-bas, tu es propulsé, le mec dans la rue te dit: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» «Ah bah, je mixais un peu à l'époque». «Ah bah, viens, je fais des soirées, viens mixer». Bon, tu te dis: «Bon, je sais pas, c'est C'est vrai ou comme c'est pas ça. vrai?» Puis ouais, ouais, ouais. Puis le lendemain, tu te retrouves dans un bar avec 200 personnes à passer des disques, quoi. Puis dans ce bar, il y a un mec qui produit des artistes de la côte ouest, qui dit: «Ah cool, ouais, j'ai bien aimé ta sélection, est-ce que ça te dirait de venir, dans mon studio?» Bon, bah, tu te dis vraiment, voilà, comme ça. Puis tu dis: «Bah, je vais dans son studio», donc je me retrouve dans son studio d'enregistrement, en bas de son tu sais, c'est des pavillons, à San Francisco, c'est des maisons toutes en hauteur comme ça. Puis en bas, il avait installé un home studio justement, j'arrive, tac et puis ils étaient en session enregistrement et puis ils me présentent le groupe qui deviendra un groupe, très connu de la Californie à plus tard, tu vois? Et puis après, tac, je rencontre un mec qui fait qui fait du networking pour le monde du rap, donc il me dit: «Viens, on va à Auckland, il y a une convention avec des rappeurs, des producteurs, des managers, des nananana». OK, puis je me retrouve, dans cette convention à Auckland où justement, bah, bon, c'est quand même Auckland, c'était très typé, tu vois, en termes de population. Donc j'ai dit: Ça risque pas grand-chose que je me retrouve là-dedans». Puis je me retrouve dans cette convention à découvrir des gens. Puis après, je suis invité à un barbecue. Le barbecue, alors je sais pas si ça vous parle, mais tu avais Outkast, tu avais des groupes assez cotés qui sont montés par la suite, si tu veux. Enfin, des mecs qui démarraient dans le enfin, c'est vraiment c'est une énergie incroyable et puis tu rencontres des gens. Alors la fidélisation en amitié n'est pas top parce que tu rencontres 100 personnes dans une soirée, tu échanges, ça te pousse plus loin, mais après ils te rappellent pas forcément, quoi. Voilà, donc en une demi-année où je suis resté là-bas, j'ai rencontré plein de gens, voilà, de différents horizons et puis après je suis voilà, ça m'a permis aussi, qu'à un moment je vivais chez une personne qui habitait là-bas, qui organisait des soirées, qui aussi était, styliste et cetera. Enfin vraiment c'est super en termes d'énergie, c'est incroyable. Puis après tu arrives en Suisse, quoi. Donc là Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé quand tu arrives en Suisse? Parce que toi, tu arrives avec toute ton énergie, l'énergie de la jeunesse et l'énergie un peu américaine. Et puis, est-ce que du coup, ce mindset, il t'a aidé ou il t'a un peu desservi? Parce que j'imagine aussi qu'en Suisse, des fois, tu as dû recevoir, enfin, te confronter à quelques murs.
Bah, clairement, ouais, donc bah, tu reviens en Suisse avec des justement, comme tu dis, plein d'énergie, plein d'idées, plein d'étoiles dans les yeux. Puis tu te confrontes à la réalité des affaires en Suisse, quoi. Où c'est très administratif, où voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut demander la puis ça bloque tellement, c'est tellement un frein à l'entrepreneuriat en général, que toutes ces strates de paperasse, toutes ces strates de il faut connaître machin qui connaît machin, tu vois? Où là, tu arrives aux États-Unis, tu étais personne et puis tu avais juste 3 disques dans les mains, puis on dit: «Ah, tu es DJ?» Puis tu dis: «Oui». Puis on te dit: «Bah, viens mixer dans mon truc», tu vois? Là, tu arrives en Suisse, voilà, c'est très compliqué, quoi. Donc du coup, tu arrives avec plein d'énergie, mais après j'allais justement récupérer cette énergie sur Paris, qui est une ville, je trouve aussi qui est remplie d'énergie, avec des opportunités un peu aussi, intéressantes. Mais chaque fois que tu reviens là, tu as, je sais pas, une espèce de quelque chose dans l'air ou dans la nourriture qui fait que tu te redeviens mou, quoi. Donc tu te reconditionnes à effectivement: «Ah si je veux aller là, ah ouais, faut que je demande à», puis puis c'est horrible, quoi. Puis c'est pas moi, tu vois? Donc j'ai lutté contre ce système, justement où il y a des protocoles, il y a des choses à mettre en place et cetera, par rapport aux États-Unis et je me suis toujours dit, après les choses de la vie ont fait que je suis pas parti là-bas, mais je me suis toujours dit: «Il fallait que je parte là-bas pour», je pense que ce que j'ai fait en 30 ans ici, entre guillemets, je l'aurais fait peut-être en 3 fois moins là-bas, tu vois? Avec Waouh! l'énergie que j'avais, avec les rencontres que je faisais et puis après bon, c'est clair que si tu réussis, tu es le meilleur, puis le lendemain tu plus personne autour de toi si tu perds, tu vois? C'est vraiment très, très, très dur là-bas le marché quoi du business, mais voilà, quand tu as des opportunités à l'époque, c'était impressionnant, quoi. Parce que t'as aucune protection, t'as aucun filet social, en fait, aux États-Unis. Non, C'est-à-dire que mais je pense que c'est ça qui fait que ouais, ouais, oui, c'est pour moi tu joues ta vie, quoi. bah, c'est ça et du coup, tu vois les gens qui sont dans la rue comme tu vois les gens qui sont en grosse voiture et effectivement, tu as pas le Tu système, choisis ton équipe. Ouais, c'est ça. Oui et ici, je pense que c'est ce qui rend un peu mou alors je toute proportion gardée, hein, on fait des belles choses à Genève, mais c'est ce qui rend un peu le côté mou de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ouais, si jamais j'échoue, ouais, bon, ben, je peux aller là-bas, puis je peux aller au chômage, puis je peux aller ici, puis je peux avoir ça, puis alors c'est bien, hein, c'est très bien, mais j'ai l'impression que ça fédère enfin ça crée pas le truc qui fait que tu as des Elon Musk, qui Oui, fait que ça stimule pas l'instinct de survie, c'est ça que tu veux je peut-être dire, pense, quoi. tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est surtout dans cet instinct-là, l'instinct de survie comme tu dis Arnaud et l'intuition que tu performes, quoi. Après du moment que ça commence à être trop cadré, trop réfléchi, tu te mets automatiquement des barrières, enfin ton cerveau fait que tu te mets des barrières pour la zone de confort et puis tout ça, quoi. Donc ouais, donc c'est ce que je parle alors c'est bien d'un côté parce qu'effectivement ça donne une certaine sécurité, puis de l'autre c'est ce que je pense qui empêche d'avoir des fous furieux du business de l'entrepreneuriat, que ça soit dans la tech, que ça soit dans les différents domaines, du textile et cetera, quoi. Donc voilà, mais ça c'est vraiment que mon avis, quoi. C'est un Et du constat. coup, tu as fait quoi? 10 ans dans l'événementiel, quelque chose comme Mmh. ça ou même, plus? Non, bah, j'ai encore un pied dedans, quoi, tu vois? Mmh. Donc voilà, mais j'ai pris des distances par rapport à ça. Non, j'ai fait 35 ans, quoi. Donc ça fait Ah, quand même. 35 ans que je fais des événements. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai bossé pour des gens, que j'ai bossé pour moi en tant qu'organisateur. Enfin, j'ai eu différents postes dans des structures, en Suisse romande et puis qui m'ont permis d'apprendre, de me former là-dessus, tu vois? Donc voilà, quoi, c'est Et tu ouais. resté toujours en Suisse du coup après ou bien tu as eu quand même quelques expériences aussi, bah, soit aux États-Unis plus tard, soit en Europe? Alors en fait, j'ai commencé, on va dire de 1990 à deux enfin même un petit peu ouais 1990, on va arrondir à 2015, sur le territoire suisse et j'ai toujours eu ce côté marketing qui me suivait, tu sais? Parce que quand tu crées quelque chose, un événement ou autre, tu dois le promouvoir, tu dois le faire savoir donc par les journaux, par la presse écrite, par les flyers et affiches qu'on avait à l'époque, tu vois? Il y avait pas encore les newsletters, les publicités méta et tout ça donc en gros de 90 à 2015, j'ai bossé dans différents secteurs, enfin pour différentes personnes. J'ai organisé, j'ai été employé et cetera et avec ce canal-là d'acquisition client, on va dire maintenant pour mettre les mots sur le tapis, qui était des flyers et cetera, le bouche à oreille. On avait des SMS listes et tout ça et en 2015 justement, je suis resté en Suisse à ce moment-là. Donc Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg, j'ai voyagé un petit peu dans différentes, villes en Suisse romande et puis 2015, je veux changer tout mon entourage parce que je remarque que j'arrive à un certain niveau qui me correspond plus. Je veux être stimulé mentalement, tu vois? Avoir du challenge, des mecs qui voient différemment, enfin des personnes qui pensent différemment, qui ont une autre culture. Donc je m'entoure de 2015, ouais, j'arrive à la quarantaine, je m'entoure d'universitaires comme, de bachelor, MBA et cetera et je me dis: «Ces gens-là ont une autre vision de la vie, ont été, ont une autre culture de l'école», tu vois? J'ai pas poussé les études très loin. Enfin, c'est les études qui m'ont pas poussé très loin plutôt.
Mais du coup, voilà, je me dis, voilà, je sens ce ras-le-bol en disant: «Ça n'avance pas dans le sens où je veux être stimulé, je veux avoir des gens qui me proposent des choses, qui me boxent», tu vois? En me disant: «Non, là, t'es faux, voilà, pourquoi t'es faux?» et cetera. Et puis du coup, bah, je change tout mon entourage et cet entourage m'amène, la publicité numérique. En me disant: «Voilà Dylan», à l'époque c'était Facebook. «Voilà Dylan, regarde, tu fais ta petite affiche, tu fais ton petit cortex et puis tu mets, X francs dessus. Puis il y a des gens qui aiment ton truc, donc qui sont intéressés à l'événement et puis tu les retrouves en réel». Je dis: «Bon, bah, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment un truc cool, quoi». Et puis du coup, bah, on commence à dans ce fait-là, à récupérer, plusieurs endroits à Genève, plusieurs lieux à Genève de nightlife et on met en place ça avec différentes thématiques de soirées, différentes thématiques musicales. On met en place justement ce côté plus numérique et ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'était l'inconnu, c'était de se dire: «OK, il y a, 2 000-3 000 participants sur ton événement Facebook, mais qu'est-ce que ça convertit Combien, vont réel, quoi?» venir, vraiment, ouais. On sait Et que du les coup gens alors? like, voilà. Et puis du coup, ben, ça convertit. Donc on remplit des lieux, donc on se dit: «OK, d'accord», on met tout un truc en place. Ouais, Arnaud, tu Sur voulais sur 3000 inscrits sur 3000 inscrits en moyenne, ouais, combien ah, viennent c'est vraiment? 20 et 25. OK, Mais ça c'est déjà pas mal. dépend de la musique que tu mets en avant, ça dépend, Oui, des artistes, des lieux que tu mets, voilà, si tu mets des artistes. Mais après tu arrives à faire justement tu as des données qui te permettent de dire, OK, bon, bah, en gros, quand on a tant d'engagement, quand on a tant de vues, quand on a tant de likes, quand on a tant de commentaires et tant de participation, ça fait que ça donne tant sur place dans la techno, ça donne tant sur place dans le latino, dans le hip-hop et cetera, les musiques de chambre et autres, enfin voilà quoi. Donc du coup, Donc on rapidement, marque tu as ça. pu avoir, u un côté prévisible, justement, Tu que pouvais tu étais avoir ouais, capable de négocier ouais, avec, les pros, voilà, avec des tu gens, pouvais justement, prévoir un petit peu, le nombre de personnes, donc tu pouvais mettre, en place le nombre de staff au bar qui était assez, suffisante, c'est pour répondre au nombre de personnes. Tu avais un côté analytique qui convertissait en réel, qui était assez intéressant. Mais bon, fallait faire quelques événements de ce style-là dans les endroits, tu vois? bien Pour se sûr. dire: «OK, à Genève, quand on a telle donnée, numérique, on a telle donnée, réelle, quoi, en fait, dans le monde réel». Mais c'était assez intéressant l'approche et puis effectivement, ça change toute la façon de communiquer. Donc c'est arrivé au bon moment, quoi. Donc j'ai saisi cette opportunité-là de faire le marketing numérique justement, donc ça a ouvert d'autres possibilités et pour rejoindre en fait l'évolution donc 2000 de 90 à 2015, j'étais, basé plutôt en Suisse sur le côté événementiel du fait de la proximité parce qu'on distribuait des tracts de main à main, tu vois? Donc tu pouvais pas aller à Paris, même si des fois il y a eu des portées qui sont allées plus loin que ce qu'on pensait sur des événements, à Lausanne. Mais en gros, c'était ça. Puis en 2015, j'ai ce monde-là qui s'ouvre à moi. Je pense avoir l'intelligence de le saisir parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu dire: «Ah, il y a ces trucs là, Facebook là, connaissais un peu le truc, les arguments là-dessus. Puis je me suis dit: «Non», j'ai vu une opportunité et du coup, je me suis bah, on a bossé là-dedans. C'est cette nouvel entourage ce nouvel entourage m'a apporté cette vision-là et on a commencé à récupérer des lieux, à les mettre en avant. Ça a fonctionné jusqu'en 2018. 2018, en gros, j'ai remarqué qu'on se tire un peu une balle dans le pied parce qu'on avait récupéré 5 ou 6 endroits à Genève et le concurrent qui faisait la même chose avait les 5 ou 6 autres qui restaient, quoi. Donc du coup, ça veut dire que les enchères sur, les coûts par clic ont augmenté, que c'était plus efficace, que la clientèle ne venait moins en physique et cetera et cetera. Donc j'ai décidé de transposer ce modèle économique-là à Paris, à Bruxelles, à Lisbonne, en activant la même chose, en fait, par le biais de la publicité numérique, sans forcément nommer l'endroit où allait se dérouler l'événement. Et puis une fois que j'avais un taux d'engagement qui était assez élevé, ben, j'appelais les discothèques, les clubs des villes sur lesquelles j'avais fait, justement via les réseaux sociaux, via le numérique, créer l'événement. Puis je disais: «Voilà, c'est l'événement de tel type de soirée, tel type musical. Ah c'est toi, ouais on a vu tourner ton événement partout sur Facebook, on savait pas où tu le faisais, nos clients nous demandent si c'est nous qui faisons cet événement». Bon, bah, tu t'imagines avec une réponse comme ça, tu dis: «Bah, oui, bah, qu'est-ce que tu proposes?» Puis du coup, bah, ça partait comme ça donc en gros 2018 à 2020, on a commencé à tisser une toile en Europe en bossant, en France, en Belgique, en Portugal, en Allemagne, au Danemark, en Suède et cetera, justement toujours par le biais de l'activation des réseaux numériques pour promouvoir les événements. Puis après on a complexifié la chose, j'avais mis en place une billetterie en ligne qui donnait encore une autre analyse. Donc, tu avais des gens qui participaient à l'événement, c'est ta commu.
qui se regroupent autour d'une thématique musicale ou d'une décoration, peu importe. Puis après, tu mettais une billetterie en place en ligne qui te permettait de dire: «OK, là, j'ai 3 000 personnes sur l'événement, j'ai 300 tickets de vendus, je peux en attendre peut-être le double sur place, à l'emplacement sur place». Donc de nouveau, tu peux faire des prévisions, des analyses et avoir des données plus ou moins précises et tu peux dire au club qui te reçoit en disant: «Bah, écoutez, je pense que ce soir, on va faire, 200, 300 ou 2 millions de personnes». Comme ça, ils pouvaient prévoir aussi la sécurité et tout ça, quoi. Donc tout était mis en place, super modèle économique franchement, comme dit mon ancien associé, je pense qu'on a eu le ticket du loto, on a eu le ticket gagnant du loto, on le retrouvera plus jamais. Un gros modèle économique qui faisait qu'en gros, on partait toujours déjà avec du bénéfice en poche via la billetterie en ligne Mmh. et puis si ton ça venait à perdre et qu'on voulait quand même mettre l'événement, porter l'événement à bien et ben, tu perdais rien du tout quoi, des sommes, ridicules. Donc on faisait 1 fois 3 fois 4 en levier, si on arrivait à amener l'événement et puis sinon on perdait pas grand chose quoi. Et Donc du coup, quand, tu passé, de ce business model un petit peu, on va dire, affiche, flyer au numérique, est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, tu arrives à nous donner, si c'est pas confidentiel, tu arrives à nous donner un ordre d'idée un petit peu de comment tu as évolué en finalement, je sais pas, 2-3 ans, je dirais? alors, là sur le moment où j'ai implémenté le côté numérique en termes de promotion, on va dire qu'on alors attends je me remémore les chiffres, on faisait ouais, donc 2016 on est en train de se mettre en place, on trouve des lieux machin. 2017 on commence à prendre un certain envol. 2018 on est pas mal. Là je fais les 3 années on fait plus ou moins les mêmes chiffres, donc on est entre 2 et 300 000 par année de chiffre d'affaires et puis en 2019 où je prends un envol, on va dire européen, Mmh. là Ah ouais, on carrément, double, ouais. mais approché par des festivals. Enfin j'allais, voilà, ça allait partir, sur des strates incroyables, quoi. S'il y avait pas eu l'événement, mal géré, quoi. Alors attends, Ouais, parce que finalement 2019, ouais, vas-y. Ouais, avant donc d'arriver à l'événement 2019 je Malgéré, m'envole non, à l'européenne. ah ouais, Ouais, mais moi je voulais juste parce que toi, quand tu parles de 2015, qui est l'arrivée en fait de la publicité sur Facebook en Europe. C'est-à-dire qu'avant ça n'existait pas, c'est-à-dire que il y non, avait évidemment plein je de pouvais inviter groupes, des gens. plein de... Voilà, c'est ça exactement, tu pouvais créer ton événement, tu pouvais... Mais 2015, moi je me rappelle, j'étais en agence à l'époque, dans une agence de communication, et déjà très branché sur Facebook parce que c'était le premier réseau social. Et lorsque la publicité est arrivée, c'était c'était un nouveau truc, quoi. Et Ah bah, effectivement, c'était une bulle. il y avait très peu de concurrence. Alors c'était pas très bien réglé non plus dès le départ. Tu pouvais Non. pas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui. Cela étant, pour ton type d'événement qui est grand public, ou en tout cas dans une certaine tranche d'âge, tu peux vraiment toucher tout le monde. Ça déjà tu pouvais le faire. C'était effectivement des coûts qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Et en plus c'était nouveau. Ouais. Non, non, Donc c'était au bon moment, au bon endroit, quoi. Donc on a su saisir l'opportunité, on a implémenté ça et on a développé en plus. Et c'était, on pouvait développer ça mondialement, tu vois? Parce qu'après j'avais créé un écosystème qui faisait que j'avais mon petit caissier ou ma petite caissière qui était déjà dans la ville dite, parce qu'au début tu vas toi-même, tu amènes tes potes en tant que DJ pour être sûr que la soirée se fait, mais du moment où ta soirée est plus ou moins de réussite, tu as les DJ locaux qui viennent te voir, t'approcher, tu as le staff local qui dit: «Ah beh» puis du coup tu réduis encore tes coûts, donc après tu as des gens sur place, puis même ces gens-là connaissent des gens directement dans les villes, donc ça devient des leaders d'opinion. Tout était vraiment très vertueux, quoi et je me suis retrouvé avant que ça arrive 2020, justement, on démarchait New York, on démarchait des villes comme ça, on essayait, on testait, on faisait du testing d'événements, tu vois? Pour essayer d'aller plus loin, quoi. Mais après, c'était vraiment ça, quoi. J'avais par ville, des caissiers, j'avais par ville des DJ, donc je réduisais les coûts, tu vois? Même si on y allait nous, parce que c'est quand même important d'être sur place. Mais tu as tout ton écosystème qui se développe et puis après forcément que tes réussites appellent d'autres personnes dans la même ville ou ces gens avec lesquels tu réussis te disent: «Bah, je comprends pas, tu fais plus de monde que nous, tu connais la ville? Non. Tu connais des gens ici? Non». C'est vraiment le marketing numérique, oui. Est-ce que tu peux t'occuper de mon pote qui a un resto là-bas? Est-ce que tu peux t'occuper de mon pote qui a un bar ici? Est-ce que tu peux aller faire des soirées, je sais pas, dans une autre ville que mon pote a, tu vois? Donc ça crée c'était vraiment très vertueux, quoi. Je sais que j'avais des petits surnoms, par exemple à Marseille, on m'appelait le magicien suisse, quoi, tu vois? Donc par curiosité, quel style musical était le plus rémunérateur pour toi? Quel public pour tel style était le plus rémunérateur? bah, moi, j'étais à 7 € en prévente et 10 sur place, tu vois? Je voulais pas Ah assassiner oui, les c'est pas gens. excessif en plus. Non.
Donc je pense parce que moi j'ai une philosophie qui est, je pense que c'est plus facile de prendre 1 million de fois 1 euro qu'une fois 1 million d'euros, quoi, tu vois? Donc ça demande une autre logistique, mais le but, c'était de créer plein de petites soirées qui fait que s'il y en a 10 par exemple sur le mois, on en faisait entre 10 et 15. S'il y en a 3 qui plantent, tu les sens pas parce que tu as les 12 autres qui ont performé ou enfin, tu vois, ça donne un équilibre. Tandis que quand tu fais qu'une grosse soirée, si tu fais un gros festival puis que ça plante, bah, ça c'est donc vraiment Ouais, du coup, on t'as pas la même, digérer la énergie positive, tu as peur, ça peut être, stressant. ouais, ouais, c'est un autre délire. Mais voilà, donc c'était pour ça qu'on faisait plein de petites soirées à 300, 400, 500, 600 personnes, des fois plus, on faisait des 1 500, 2 000 sur des événements bien spécifiques, mais il y avait toujours le reste qui absorbait au cas où. Les 3 4 petites soirées à gauche, à droite absorbaient la grosse soirée. C'était un peu la stratégie qu'on avait mis en place justement pour continuer d'évoluer. Puis après là, on allait passer un step où justement on allait vraiment le but c'était de faire du festival en indoor, tu vois? De ramener le côté festival avec de la déco, des performeurs, des animations, des ambiances et cetera, dans des salles. Donc là, on avait passé un step, on arrivait plutôt dans des salles type 1 500, 2 000 personnes avec des thématiques un peu plus amenées, tu vois? Avec plus de performeurs, avec des animations pour le public et cetera. Mais on avait tout ça faisait que ça se complétait, c'est le 80-20 où tu as tes 20 d'événements qui font 80 de ton chiffre d'affaires et puis vice versa. C'était un petit peu ce qu'on essayait Mmh. de tenir, la loi de Pareto en commerce qui a l'air d'être irréfutable. Ouais, alors comment on gère, une entreprise d'événementiel, quand le covid se pointe? Bah, là, je suis en Espagne, Malaga, on a acquéri un restaurant, donc je Ça veut me dire qu'à ce moment-là, tu avais acheté déjà non, un bien ou un tu étais restaurant, en ouais, un restaurant, un ah, fonds de tu commerce de restaurant, mais justement le but c'était moi d'être sur place, de me rentrer dans l'écosystème, de Malaga, de comprendre, de rencontrer les gens via des différents cercles d'entrepreneurs pour acquérir du bien immobilier pour faire de la location courte durée. Donc, on s'est dit: «Tiens, on va se prendre un resta», donc j'étais avec un associé à l'époque. «On va se prendre un restaurant histoire d'être dans le tissu social, dur de la ville» et puis on a choisi un quartier, très local, pas des trucs, touristiques parce qu'il y a énormément de touristes et du coup, bah, voilà, on est arrivé 2020, mise en place du restaurant, rafraîchissement, décoration et cetera. Ouverture, fin janvier de 2020 et fermeture mi-mars 2020. Timing parfait. Putain, ouais. donc voilà quoi. Donc tout s'arrête Et et pour et moi. quand tu entends, parce que ça, c'est intéressant, en fait, tout ce moment où je pense que tu as été un peu où tu as flotté en se disant: «Mais le covid, c'est quoi? Est-ce que ça va durer, 3 semaines?» Toi, tu sens déjà, que ça va pas être bon pour toi ou tu restes, optimiste? Alors non, moi je suis très optimiste de naissance. Donc je me dis: «Bon, ça va l'air de durer 2 3 semaines, on attend» et puis au mois de mai, je crois qu'ils font un C'est profil. horrible. Ouais, ouais, non, mais ils nous ont vraiment torturé le Très cerveau optimiste. et je me dis: «OK» et puis bon, voilà, les événements s'arrêtent du jour au lendemain. Voilà, après tu arrives à en reprogrammer avec des jauges un petit peu, voilà, faut enfin tout ce qu'ils avaient mis comme mesure en place que vous connaissez aussi bien que moi. Heu, donc à Et partir toi, là à ce moment-là, tu as un filet de sécurité parce qu'en fait, du jour au lendemain, toi, tu as plus d'argent. ah bah oui, Qu'on soit clair, oui, en fait. j'ai le Tu as gouvernement plus de revenus, quoi. ouais, j'avais une société espagnole et j'ai le gouvernement me donnait 300 € par mois. Sympa, Ouais, OK. c'est cool. Donc tu Généreux. as J'ai fait envie de sauver avec, la vie, j'ai acheté une Lamborghini, je suis devenu propriétaire. Enfin ouais, non, donc je passe d'un truc qui se développe, donc tu vois, donc depuis 15 ans, je fais des événements sans conscientiser tout, sans avoir de mentorat ouais. pour me structurer en termes d'admin, en termes de vision et tout ça. Donc je fonctionne un petit peu naïvement, tu vois, à l'intuition, au feeling, «Ah c'est cool, les gens se sont amusés». J'arrive dans le business et quand ça enclenche le côté business, il y a tout qui s'arrête et là, potentiellement, sans vouloir m'avancer, je pouvais, ouais, enfin les projections 2020 étaient fois 2 puis après tu sais, il y a un moment où ça disrupte, tu fais c'est cohérent jusqu'à un certain niveau, puis tout d'un coup tu passes de 10 à 100. Tu sais pas pourquoi, il y a tout qui se met en branle. Enfin tout était anticipé quoi, donc une trentaine d'années de ma vie dédiée à justement l'événementiel, la création d'événements qui est complètement balayée et voilà donc je sais plus, je sais pas. Je me repositionne, j'essaie de faire un petit e-commerce justement, sur un produit qui est un masque transparent qui permet de voir les émotions. Tout de suite, Mark Zuckerberg me fait savoir que non, c'est striké quoi, donc voilà, c'est pas possible, c'est médical, tu feras pas d'argent là-dessus. Puis après, je sais pas, je suis un peu une lente agonie qui commence en me disant: «Qu'est-ce que je fais?» J'ai un certain âge aussi, est-ce que je vais recommencer quelque chose? Est-ce que j'ai l'énergie de et je suis perdu en Espagne, à Malaga, sans forcément maîtriser l'espagnol, avec un réseau qui se mettait en place social, tu vois? Mais qui a été Mmh. coupé, chacun chez soi, enfin vraiment des trucs hallucinants, quoi.
Donc moi, comme, je vis ça même très, très mal et puis, je sais pas. Là, à ce moment-là, 2020, je sais plus, quoi. Donc j'essaie de faire des actions avec mon associé pour le restaurant, parce que tu peux refaire de la livraison à domicile, parce que tu peux faire du takeaway. Mais bon, les gens, ils sont plus dans Tu es le en dé train de te débattre en fait, ouais, 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 là, c'est plus la tortue qui est sur le dos, tu sais, puis qui fait des petits ouais, mais sans espoir, plus de positivisme, en se disant: «Ouais, ça sent quand même le caca, quoi». Les décisions ouais. qui sont prises, c'est pas bon du tout, quoi. Donc voilà. Je pense comme beaucoup de gens, quoi, le flou total. Mais Et sans Et ça dure combien de temps du coup cette période? Parce qu'en fait tu le trauma, moi je pense que je m'en suis sorti, courant de l'année passée. d'accord, OK, donc toi tu as l'impression que tu es passé par que tu as une dépression, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Hein? Un burn-out ou Dépression, hein? un Ouais, dépression? clairement, où tu te dis, pour moi, c'était tout ce que je vais entreprendre, il y a un mec qui arrive à la télévision qui fait: «C'est la guerre» et toute ma vie Ouais, s'arrête. Et moi, j'ai cette épée de Damoclès qui me reste sur la tête mentalement, tu ouais, vois? un Psychologiquement, vrai qui me trauma dit en fait, hein. ouais, qui me dit: «À quoi ça sert?» À quoi ça sert de faire des choses si tout d'un coup on peut dire stop, c'est fini, quoi. Surtout que j'avais mis justement en anticipation, j'avais fait des soirées, des événements dans différents pays, dans différentes villes de différents pays, en me disant si je m'embrouille avec un à Paris, on s'en fout, il y a Marseille, Lyon, Bruxelles, Lisbonne, etc. Tu vois. Enfin, c'était vraiment la cartographie était dans ce sens-là, en se disant au cas où je suis blacklisté d'un endroit, c'est pas grave. Et là, il y a tout qui s'arrête, quoi. Personne l'a prévu, Ouais. Tu avais pas prévu l'imprévisible en fait et de toute façon personne, qui aurait pu, ouais. personne. bon, en même temps, qui, avait prévu le covid, quoi? Waouh. Ça, enfin, le Heu, Covid, c'est une chose, mais c'est la gestion qui en a été faite, quoi. Donc, personne n'avait ouais prévu ça, quoi, que ça allait être aussi restrictif. et moi, j'aimerais savoir, lorsque tu es seul et que tout s'arrête, enfin, lorsque tu expérimentes justement, l'arrêt de ton activité, l'arrêt de tes ambitions, l'arrêt de tout ce que tu avais prévu et que tu restes à Malaga, tu es au jour le jour, tu es avec quelqu'un ou tu es solo? Tu nous as Non, parlé de ton associé, peut-être qu'il y avait j'ai une quelqu'un compagne. Non, d'autre? l'associé est à distance au début. J'ai une compagne. Je suis avec quelqu'un en relation, donc on est un peu les deux, mais ouais, on est isolés. Enfin, je suis isolé dans mon truc et après il y a mon associé qui me rejoint justement pour faire le moment des réouvertures des terrasses et du takeaway. On essaye, qu'on se débat, enfin, etc. Mais bon, on voit que les gens sont plus dans le coup, les gens sont traumatisés, la consommation n'est plus la même. Enfin, tout a changé, quoi. Et puis du coup, bah, mon associé repart parce qu'il retourne donc sur la France. Et puis moi, je reste encore quelques temps à Malaga en me disant, tu sais pas, tu vois, j'ai fait un combat contre Mike Tyson, je me suis pris une droite, je suis complètement sonné, tu penses, tu te raccroches à des trucs en disant, eh mais non, mais puis ah, bah, il y a un moment, tu te reviens à la réalité, puis du coup, je reviens à Genève, quoi, 1 année et demie, 2 ans après. Et je OK. reviens à Genève en me disant, il y a rien qui avance et puis c'était la période où il fallait faire des vaccinations et cetera donc voilà quoi. Entre-temps, j'étais un moment en France, puis après je suis revenu, à Genève et puis toujours un peu sonné, tu vois? En me disant: «Ça sert à quoi de?» Donc j'essaie de réactiver, il y a la levée qui se fait de ces restrictions, donc je réactive un peu sur quoi j'avais fini, donc les événements, donc je réactive les mêmes, tu vois? Naïvement, je me dis: «On tente, on Ouais, essaie de bah, voir tu si ça». quoi. Ouais, Ouais. tu on va pas se laisser mourir bêtement non plus. Donc je remets des événements en place, je vois que les gens ne sont plus dans le même état d'esprit pour les fréquenter, enfin, tout un pan de la population qui sortait régulièrement à l'époque ne sort plus, les jeunes ne sont plus dans cet état d'esprit-là. Ça a vraiment profondément changé les habitudes de consommation en général et peut-être même des habitudes de vie en général aussi. Donc les gens voient la vie différemment. Ils font toujours un peu des activités festives, mais entre eux, ou ils louent des Airbnb, mais les discothèques, les bars, c'est plus forcément ça. Donc on retrouve une certaine population qui a, je sais pas, 30, 40 ans et plus. Donc je vois que tout a changé, les coûts par clic ont effectivement augmenté, la dynamique n'est plus la même en numérique. Et tu te raccroches à quoi, du coup? Qu'est-ce qui t'anime un peu? Qu'est-ce qui va C'est te dire: «Bon, ben, je relance quelque chose» ou bien je l'instinct de survie. ouais, Donc voilà quoi, tu le choix, en fait, hein. non. Je me retrouve acculé, voilà, avec un certain savoir-faire dans un domaine qui peut être transposable à d'autres domaines d'activité, tu vois? Ce que tu Ouais. sais faire dans Parce que l'événementiel, la toi, au logistique. finalement, même si ça se prêtait plus, le côté, événementiel, tu as quand même toute cette partie marketing digital où ça, c'était quand même, je veux dire, Ouais, tu l'as depuis le début. Toi, bah, tu l'as quand même manié, donc ça faisait c'était une de tes compétences. voilà, le marketing a été effectivement m'a toujours, été, de lié pendant mes activités sur ces décennies et puis 2015 on implémente enfin 2016 on implémente le côté numérique,
Donc j'apprends à connaître, je vois aussi les développements sur le côté, écosystème méta et cetera. Après que TikTok reprend, enfin les business managers comme si on peut utiliser un peu les termes techniques, donc ce qui sert à faire des campagnes numériques. Donc ça, je me suis toujours et puis justement comme tu le dis si bien, ben, je me dis: «Bon, ben, on va mettre ce côté-là qui était plutôt un side business», si on peut le définir comme tel, parce que l'activité événementielle était principale, même si ça allait de pair. On va mettre plutôt ça en avant. Donc, le petit savoir-faire que j'ai acquis pendant ces 30 années sous différentes, décennies par rapport à comment communiquer, qui a généré effectivement des chiffres d'affaires, qui a généré des emplois, qui a généré plein de choses. Je vais le mettre en avant et puis du coup, bah, je vais apporter ma valeur. Donc je reviens à Genève, en Suisse. Je remets l'humain parce que le délire était avant le covid que je mettais justement tout le numérique en place avec des systèmes d'automation et cetera pour avoir le moins possible d'humains dans la boucle de manière à avoir le moins possible de problèmes mentaux. Tu vois? Je veux dire, et de gestion humaine à faire, c'est quand même beaucoup de boulot et puis là, je me retrouve à l'inverse, je me dis: «OK, les gens veulent se retoucher, veulent se reparler, veulent se voir, veulent la proximité». Donc on met un truc de marketing en place de communication avec l'expertise que j'ai et puis on met l'humain. Donc je parle aux jeunes voix et je veux apporter ma petite valeur à ces gens-là dans leur domaine que ce soit des TPE, PME et cetera. Enfin voilà, ce que j'ai acquis pendant ces années de communication, de marketing en plus du numérique. Donc je me dis: «OK, on se lance là-dedans». Donc l'événementiel prend moins d'importance et puis le côté, on va dire, de campagne numérique, digital marketing se met en place. Sous quelle forme, quoi, comment? Donc je teste pendant 2025 plusieurs, possibilités et puis, arrive aussi je suis un gros consommateur de YouTube, de podcasts, d'informations, donc de tout style, hein, que ça soit de la tech, de la géopolitique, de l'économie, du sport et cetera ou du lifestyle. Je consomme beaucoup de trucs comme ça, puis je me dis: «Tiens, est-ce que ça serait pas intéressant?» parce qu'on me dit depuis longtemps: «Mais Dylan, mets-toi en avant, mets-toi en avant, mets-toi ta personnalité, ton caractère en avant». Ce que j'ai toujours réfuté à faire parce que je me suis dit: «Non, je veux que l'endroit fonctionne de par lui-même». Alors oui, on vient voir tel barman, oui, on va voir telle serveuse, oui, on vient voir le tel patron, mais en gros que si tu te retires, que l'entité fonctionne sans moi, quoi. Et puis là, je me dis: «Bon, OK, je vais faire tout ce dont, je voulais pas faire». Donc je me rapproche de l'humain, ce que je voulais, ce que j'avais pris distance avant le covid. Je me rapproche de l'humain, je leur mets au milieu, je vais discuter, je vais voilà, avec tout ce que ça incombe et puis du coup, je me mets en avant. Par quel biais? Ben, je consomme des podcasts. Je vais créer un petit podcast du nom de l'agence dans lequel j'ai reçu Émilie, du nom de l'agence où je mets le parcours entrepreneurial en avant, mais du côté humain, donc les échecs, la résilience, les difficultés rencontrées, l'état d'esprit que la personne a eu pour arriver justement où il en est aujourd'hui, puis où il se voit après, où elle se voit après, dans 5 à 10 ans, quoi. Donc ça résonnait, ça alignait un petit peu les choses, donc je savais qu'il y avait du terrain à faire, produire pas mal de contenu pour avoir une certaine légitimité, autorité à ce niveau-là. Donc je me suis dit, j'en ai fait un en je crois février, un podcast en février avec un ami. Donc vraiment le test crash, puis je me suis dit: «OK, cool, l'environnement me plaît, le rendu est sympa». Enfin, c'était le début, donc c'était pas fluide et tout ça, mais c'est cool. Par contre, si je me lance là-dedans, je sais qu'il va falloir fournir, bon, tu sais, on dit que dans les podcasts, il y a la barrière des 20. Si tu franchis les 20 podcasts, tu vas continuer. Si tu arrives pas à 20, généralement les gens avortent leur projet de podcast vidéo, audio, tu vois? Donc il y a un peu cette légende urbaine qui fait que donc je me dis: «Ben, si je m'engage, il faut que je trouve 20 intervenants». Qui va venir parler à un mec que personne ne connaît, qui a pas forcément la fluidité d'interview, qui est pas journaliste, tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai fait de la télé et de la radio à l'époque, dans mes jeunes années parce que par rapport à la musique et tout ça, mais voilà quoi. Donc je relance le cercle, tout ce fameux réseau, le cercle proche et puis, ben, le cercle proche, réagit: «Oui, bien sûr, je viens de filer un coup de main, je viens dans ton podcast» et cetera. Puis de fil en aiguille, ben, ça crée une certaine dynamique qui fait que le podcast prend un petit peu de place à Genève très gentiment, que de la recommandation se fait: «Ah bah, va voir Dylan, il est cool, ça se passe bien». Les retours sont très positifs par rapport aux gens qui sont venus qui étaient intervenants, donc voilà. Mais axé côté humain, donc je mets vraiment l'humain à 300 en avant, quoi. Donc Ouais voilà, et c'est c'est drôle parce que quand on connaît, maintenant ton histoire un peu mieux, en fait, finalement, tu demandes aux gens qui te racontent un peu, leur histoire ouais, comme toi tu nous racontes ton histoire, aujourd'hui. En fait, oui, finalement, ce qui t'intéresse, c'est vraiment ces turning points, dans et pa parce que toi, tu as vécu quelque chose d'hyper traumatisant, ouais, et puis toi, comme tu beaucoup de as eu gens. un vrai avant après. Ouais. Donc, on dirait que tu essaies un peu de remettre ça, ça Ouais, en avant. C'est quand même c'est ça qui t'intéresse, en fait, finalement? j'étais très dans l'humain au tout début
et ça a été très énergivore et chronophage pour pas beaucoup de résultats, avec des expériences qui ont fait que le jour où j'avais besoin de réciprocité, ben, plus personne n'était là. Donc du coup, je m'en suis distancié, de par le business justement avec cet apport numérique qui était là, qui me permettait de m'émanciper, sans frontières et en même temps d'avoir le moins possible d'intervenants humains. Et puis là, j'ai décidé de faire l'inverse. C'est là où je te dis, tu sais, c'est dans l'action que tu réagis, quoi, et pas analyser parce que c'est de ce fait de cette vie que j'ai eue qui suis arrivé à comment dire, ce résultat-là en disant: «Je remets l'humain en partie au milieu de la pièce, je crée un podcast pour lui, il apporte sa valeur humaine». Les chiffres, on s'en fout, tu vois? De dire: «J'ai fait des millions, j'ai» ça met un gap entre l'audience et la personne qui parle. Puis c'est pas l'aspect que je voulais aborder, même si maintenant j'ai encore un peu changé. Je suis passé sous un autre délire, mais ça, je vais t'expliquer après. Je vais vous l'expliquer après. Donc podcast humain, la personne vient un peu et c'est vraiment le truc. La personne de Genève qui vient parler et qu'on peut rencontrer à la COP, à la Migros, en promenade au bord du lac, puis lui dire: «Ah, je vous ai vu là-bas, vous avez eu telle difficulté, ça m'a rappelé que moi aussi je suis passé par là, ou je suis dans cette difficulté, vous m'avez donné, une petite astuce, un petit tips pour avancer», quoi, tu vois? C'était vraiment le but, 1er de ce podcast, et puis de créer un réseau aussi, de rencontrer des gens. Ça nous a amené à nous connaître, donc c'est cool, quoi, c'est très vertueux, quoi, je trouve. Et puis, les gens sont contents de leur passage, donc tant que les gens sont contents, moi je suis content. Et que mais c'est génial et puis finalement aussi si on t'a invité, c'est pour que tu expliques l'impact de la vidéo sur les entrepreneurs. Nous, en tout cas, moi ça m'arrive souvent avec des clients où je leur dis que ce serait bien qu'ils fassent une belle page à propos, qu'ils parlent d'eux, qu'ils se mettent en avant, que ce soit sur, Instagram ou sur les réseaux sociaux. Puis c'est toujours difficile, c'est toujours quelque chose qui est assez appréhendé et difficile pour eux. Est-ce que toi, tu arrives à nous donner, alors je sais pas si tu as des chiffres ou bien alors des anecdotes où tu t'es rendu compte qu'en fait la vidéo c'était un tremplin, émotionnel, de dingue dans le business? Alors effectivement, ouais, ça rejoint le fait de faire du personal branding. Je me suis dit: «Je vais me mettre en avant», donc personal branding, on passe par la vidéo, l'audio, avec ce petit podcast. C'est très puissant. C'est très, très puissant. Alors après, je comprends que l'exercice n'est pas forcément fait pour tout le monde. Faut pouvoir se voir en vidéo, s'entendre, et cetera. Il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi sur, là, les 50 intervenants que j'ai reçus sur l'année, 2025. On va dire à la quasi-totalité, à part ceux qui sont dans l'art oratoire ou qui ont l'habitude de faire des conférences, mais on va dire 45 de ces sur 50 m'ont dit: «C'est un challenge». Pour moi, c'était aussi un challenge de venir te voir, de partager de la valeur, de faire une introspection, puis après de se voir et de s'entendre. Et puis quand tout le monde a vu que c'était très, très, très positif parce que ça remettait des contacts en place, ou ça peut-être amener des business, tu vois? Il y en a qui m'ont dit: «Ben, suite à ton passage, et on m'a recontacté pour du business», donc ça j'ai retrouvé un ami de 10 ans, tu vois? Des choses super émotionnelles et super humaines, en fait. Mmh. Donc c'est très puissant. La vidéo, c'est très, très, le média est très puissant, très, très puissant. Et moi, ça me permet aussi après maintenant, donc j'ai fait une année 2025 plutôt dans le développement de la vidéo, par le biais de podcasts, où je me suis beaucoup mis en scène aussi sur d'autres petits formats un peu plus courts. Et cette année, je vais me confronter à la réalité du terrain en faisant des clubs de réseautage, en faisant du networking, et cetera. Et là, en ayant fait quelques endroits, bah, je rencontre des gens dont leur ami, entrepreneur ou entrepreneuse a participé au podcast, donc ça brise la glace, quoi. Où on me reconnaît du fait que j'ai une petite couette derrière, enfin, donc un signe distinctif aussi, donc personal branding. On a fait un épisode là-dessus qui explique que c'est pas forcément qu'une apparence, mais que l'apparence doit être en adéquation avec ses valeurs et ce qu'on veut dégager. Donc voilà, non, ça, je me suis retrouvé, comme on en avait parlé en off, en Sicile pour un documentaire sur une entreprise suisse, et la personne m'a dit: «Ah mais», il me regarde avec la tresse, puis il me dit: «Mais tu fais pas des podcasts là à Genève?» Puis je dis: «Oui», il me dit: «Ah ouais, je t'ai reconnu à la tresse». Donc tu vois, voilà, donc j'ai mis en place un personal branding, autant physique, qu'en termes de valeur, en valeur humaine, quoi. Et non, non, c'est très important de se mettre en avant parce que pour moi, alors c'est mon analyse, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on a vraiment une bulle, digitale, avec différents steps. Donc maintenant, on est dans l'IA générative, là, les LLM, et cetera. Mais je remarque que les gens, peu importe les générations, commencent vraiment à en avoir marre de ces trucs-là, quoi. Et ce qui était censé être un peu quelque chose de facilitant, tu te retrouves avec 15 boîtes mail à ouvrir parce que tu as une boîte mail, poubelle, tu as une boîte mail pour Josette, tu as une boîte mail pour tonton, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout ce qui devait faciliter un peu la vie, ces applications qui justement, où tu scrolles à longueur de journée,
ça te rend, enfin pour moi ça te rend un petit peu débile quoi. Donc ça t'enlève pas mal de biais cognitifs, on a mesuré que le cerveau était moins actif. Donc c'est important de remettre l'humain au milieu de la pièce quoi, et de se mettre en avant par le biais de vidéos, donner de la valeur ou pas, ou de se présenter. Mais oui, oui, c'est un conseil que tu prodigues qui est juste auprès de ton écosystème. C'est vraiment quelque chose qui, c'est de nouveau comme j'utilise la publicité numérique, c'est vraiment un canal d'acquisition qui parle à un autre humain. Mais tu peux automatiser jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où il faut dire que tu parles à quelqu'un, quoi, tu vois? Donc, toutes ces choses qui sont faites avec l'IA, il y a des choses très chouettes, il y a des choses, enfin, moi, mon cerveau maintenant, switch, quoi. Dès que c'est IA contenu, que ce soit les textes rédigés par ChatGPT sur les LinkedIn interminables qu'on voit tous les jours avec les petits emojis qu'on a cramé que c'était ChatGPT qui a écrit votre texte. Enfin, tous ces trucs-là, le cerveau, le mien en tout cas, fait switch, quoi. Vraiment, si tu pas une valeur ou un truc un peu humain, c'est tout de suite détecté. Alors il y a des vidéos cool, hein, mais de nouveau, c'est ce qu'en fait l'humain, quoi. On a des outils exceptionnels, que ça soit l'IA générative, enfin l'automatisation, tout ce qui est possible de faire. Et puis il y a ce que t'en fais, quoi. Comme on dit, avec un marteau, tu plantes un clou pour construire une maison, ou tu tapes sur la tête de ton voisin et tu le tues, quoi. Donc ça, c'est après ce que t'en fais qui est que quoi. Ben, je remarque un truc, c'est qu'avec tous ces outils qu'on a actuellement, malheureusement, l'humain ne se rappelle pas de son histoire et il refait toujours les mêmes histoires, quoi, les mêmes bêtises entre guillemets, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on va pas changer le monde et changer changer la race humaine. Donc voilà, faut faire avec. Mais c'est vrai que Mais c'est c'est ouais, quoi. assez drôle avec l'IA parce que quand les images, de banques d'images sont arrivées, moi ce qui j'avais été surprise par la faculté du cerveau, en fait, à détecter que c'était une image de banque d'images et que c'était pas une image de la vraie entreprise. Et quand l'IA est arrivée, je me suis dit: «Mais est-ce qu'on va développer très, très vite cette analyse? Ah bah, c'est une vidéo IA ça». Ouais, Et je trouve que ça dingue parce que finalement au début, je me suis peut-être laissée surprendre une ou 2 fois quand, il y a eu ces premières vidéos, IA qui sont arrivées. Et en fait, notre cerveau, il a une capacité à détecter ce qui est fake, mais de façon hyper rapide, hein. Aujourd'hui, finalement, une vidéo IA, on le voit tout de suite. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça que je comprends que l'intérêt, pour les marques et puis pour tout le monde, en fait, c'est du contenu, du vrai contenu émotionnel, du vrai contenu oui, humain, avec tous ses défauts et puis, oui, ce que c'est ça la englobe aussi. différenciation, hein. C'est Clairement c'est et la c'est dit ouais, excuse-moi. c'est la raison pour laquelle, il y a un concept sur Meta Ads qui s'appelle les ugly ads, donc littéralement les pubs moches. Qui ont été théorisés par un Américain qui s'appelle Barry Ott, donc qui est un média buyer, quoi, un mec qui fait des pubs sur Facebook et Instagram. Et donc lui, il a conceptualisé le fait que justement l'œil, il est tellement habitué à détecter. Donc là, tu parlais de l'IA, mais en fait, on peut aussi parler des publicités, parce qu'en fait, tu vois, c'est Mmh. dans le fil des gens, c'est plus policé, c'est plus joli. En fait, Contenu artificiel en général. Ouais, eh Mmh. ouais, en tout cas, c'est un truc qui a été fabriqué, tu vois, c'est pas j'ai pris une photo, je l'ai de mon chat et je l'ai posté, tu vois, avec la mauvaise lumière. Donc lui, il a conceptualisé le fait de faire des publicités moches qui ressemblent à du contenu organique et apparemment, justement, généré par les IA, gens c'est ça? les comment? C'est du contenu moche généré par IA quand même ou? Non, non, pas nécessairement généré par IA. Non, non, OK, non, c'est vraiment tu vois, tu te fais une vidéo, tu te balades dans la rue avec un marteau-piqueur à côté, enfin les trucs de la vraie vie en fait. OK. Et donc ton œil, comme c'est un truc qui est pas du tout policé, pas du tout fabriqué, mais en fait, il le détecte pas comme publicité, alors que c'en est une, mine de rien. Et donc, lui, il a théorisé ce concept des ugly ads et qui, apparemment, de par le fait que le cerveau des personnes qui sont ciblées Mmh, ne détecte pas. l'identifie pas comme une publicité, s'arrête dessus, interagit et puis fait le job d'une bonne publicité. Non, mais C'est je ça, suis un Alors peu ouais, ce ça je qui trouve se marche pas je pour passe, trouve ça aujourd'hui avec les podcasts interviews qui sont en fait de la publicité, où on a l'impression qu'une personne est interviewée, que c'est un épisode de podcast sympathique où la personne n'est pas voilà. ouais, Et puis finalement, en fait, elle est quand même là pour placer son entreprise ou placer son produit. Ça reste de la publicité, mais qui a un axe complètement différent. Et du coup, que c'est plutôt assez grave, c'est plutôt assez agréable à voir. Et je pense que c'est pas toujours perçu comme ça. Aujourd'hui, maintenant, on sait que quand on voit un épisode de podcast, il y aurait toujours un petit peu, on se demande un petit peu, est-ce que c'est «sponsorisé» entre guillemets ou est-ce que c'est du contenu naturel? ouais. Mais c'est assez intéressant. Non, 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 mais c'est ouais, ouais, c'est impactant comme disait Arnaud effectivement, après faut voir si les gens sont aussi OK pour faire ce genre de campagne quoi, parce que généralement quand tu dénatures un produit ou quelque chose, c'est pas Hermès et compliqué. Vuitton, ils sont pas hyper fans. Tu essayé, je pense qu'ils ont pas signé, hein. Mais Audemars oui, oui, Piguet, c'est pas sûr. impactant.
c'est en tout cas, le personal branding est impactant encore à l'heure actuelle. Après, il faut savoir comment le faire, qu'est-ce qu'on met en avant et puis vraiment, être soi aussi, quoi. Ça représente ses valeurs, profondes parce que on peut jouer au clown, mais si dans la rue, vous êtes pas le même clown que sur YouTube ou comme ça va pas aller, quoi. Mmh. Donc faut vraiment trouver d'où vos essences, vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant et puis après les communiquer, quoi. Effectivement, donc après quand ça devient des publicités déguisées ou des choses comme ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais, non, non, l'impact pur de la vidéo, enfin, on sait bien ce que la télé peut faire comme impact, quoi. On voit Mmh. toutes ces choses qui sont formées de musique, des différents même je veux dire même celui qui présente le journal de 20 heures est une star, quoi. Donc, il est reconnu, donc c'est un impact depuis des décennies, positif. Alors faut pouvoir le porter sur ses épaules aussi, parce que ça peut amener sans doute à des désagréments où les gens viennent vers vous parce qu'ils pensent vous connaître et puis vous tapent sur l'épaule et puis voilà: «Hé, comment Ah ça bah, va?» nous on peut plus Mais bon, sortir la journée, quoi. Mmh. C'est fini. ouais, tu un La COP, bodyguard. c'est terminé. La Ouais, la Migros, la avec le Coop, rendez-vous du e-commerce, c'est fini, quoi. ouais, c'est ça. C'est fini. Même le bain Non, des paquis, ça commence à devenir compliqué, quoi. je te Mais comprends. cela étant, moi, il y a quand même un élément qui me paraît intéressant quand tu parles du personal branding via la Ouais, vidéo. Bon, parce qu'en fait, c'est un médium qui est parfait pour le personal branding parce que tu peux faire passer des émotions, tu peux faire passer la confiance, tu peux, voilà, comme si tu avais une conversation, sauf que bon, bah, malheureusement, c'est dans un sens, hein, puis c'est figé. Enfin, c'est figé dans le sens, c'est pas dynamique. Mais par contre, je pense qu'on a une période, tout à l'heure, on parlait de l'IA, où je pense qu'on est probablement un des derniers moments où on va pouvoir construire des marques personnelles totalement organiques. C'est-à-dire que là, on a déjà des outils qui permettent de faire des avatars vidéo. Alors ça se voit encore, moi j'en ai testé plusieurs, ça se voit encore, c'est utilisé dans les publicités, ça se voit, mais peut-être d'ici 6 mois, un an, les gens sauront plus trop faire la différence entre est-ce que c'est une personne IA ou pas. Et donc de ce fait, je pense que construire sa marque personnelle à travers de la vidéo aujourd'hui, c'est un peu le dernier Eldorado, genre, où on est encore à l'époque où ça se voit encore. Donc c'est-à-dire que si jamais tu as créé ta marque personnelle et tu as commencé à faire des vidéos en 2025, en 2026, là on est début 2026, eh bien, dans 2, 3 ans, si tu as construit ta marque personnelle en faisant des vidéos, on sera sûr que toi, tu es un vrai humain. Tandis que ce qui va se passer dans un an ou deux, probablement, on sera plus capable de faire la différence tellement ce sera vraiment bien. Tu sais, c'est comme les gâteaux industriels. Au début, ils ont commencé à les faire parfaits, puis après, les gens ils trouvaient que c'était trop parfait, donc ils ont commencé à les faire avec des défauts. Mais je pense qu'on va arriver à un système comme ça, tu vois. Et ça va être de plus en plus difficile pour les gens de de discerner. faire. Et du coup, est-ce que la confiance, est-ce que l'action que tu vas faire de t'appeler toi Dylan pour faire un podcast ou une consultation marketing, eh bien, tu vois, si tu as le doute que cette personne est vraie ou pas, t'as pas envie de passer pour un débile non Écoute, plus, tu vois. ça va. T'as pas De envie. toute façon, on voit déjà que les gens font confiance au LLM, à ces choses-là parce qu'ils font de la psychologie avec, ils confient tout, tu vois? Je pense D'accord. que il y aura de tout. Il y aura du contenu, humain et puis du contenu robotique et il y aura peut-être même du contenu, où j'interviewerai, un robot, tu vois? Pourquoi pas? Mais, enfin, je pense qu'il y aura de tout puis après tu choisiras ton camp, quoi. Ouais, non, moi je pense qu'il y a ça, quoi, mais effectivement, plus vite tu commences aussi l'exercice du personal branding, mieux ça sera. Parce que faut performer, faut comprendre, faut et cetera. Faut tester aussi beaucoup de choses en disant: «Tiens, moi, je veux être vu sous cet angle-là parce que ça semble être mes valeurs, mais en fait, c'est perçu différemment». Donc plus vite tu t'y mets, mieux c'est, quoi. Mais je pense qu'on aura le choix, quoi. C'est juste un choix de plus. À voir. Et Et du coup, toi, t'en es où aujourd'hui? C'est quoi, ton entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? alors, Qu'est-ce que là, tu offres? alors justement, il y a donc l'année dernière, c'était un mode testing pour savoir si je trouvais comment dire? Mon marché par rapport à ce que je proposais. Donc j'ai commencé sur une offre qui était du media buying. Puis en fait, du fait du podcast, ben, on m'a demandé de la création vidéo. Donc j'ai dû réorienter ma proposition. D'où maintenant je propose de la création vidéo, en studio, sur place, et cetera. Enfin, je m'adapte à l'environnement, que ça soit pour du personal branding ou du branding tout court. Et puis sur le côté média, donc j'ai passé là le cap, psychologique pardon, du podcast Focus où je reçois des entrepreneurs au média Focus, donc un Mmh. média pour les entrepreneurs à Genève où il y a toujours cette capsule, ce format qui est de venir partager son parcours, mais je vais avoir des débats d'actualité sur l'entrepreneuriat. Je vais
aller faire des interviews de personnes aussi. Il y a je vais développer aussi le format Focus Mindset qui parle plutôt des aspects de l'entrepreneur, donc le networking, l'implémentation de l'intelligence artificielle, l'automatisation, voilà, le personal branding, tout ça. Donc là, je passe en mode média, donc qui dit plus de formats sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc ça demande aussi de responsabilité, d'engagement de ma part pour aller chercher d'autres intervenants, développer d'autres sujets. Donc si je peux lancer un appel sur ton podcast, je suis ouvert à toute proposition de format, de capsule vidéo, comme on appelle ça dans le métier, qui puisse donner de l'énergie, de la puissance aux médias, et puis éventuellement des gens qui veulent s'affilier en termes de partenaire commercial pour justement permettre à la chaîne de se développer, donc par du financement de publicité, donc l'apparition de pubs dans les différents formats, etc. Enfin, je suis vraiment au début de l'aventure, donc je suis ouvert à toute forme de participation et de collaboration. Toutes les bonnes énergies sont bienvenues, quoi. Donc voilà. Si quelqu'un est intéressé, ben, prenez contact avec Émilie ou Arnaud, puis ils vous redirigeront vers moi. Avec grand On plaisir. mettra tes contacts et en tout cas Bien sûr. pour avoir été une invitée, moi j'ai eu vraiment que des bons retours, et en plus j'ai passé un super moment. C'était vraiment une expérience, agréable, donc je peux Cool. que, recommander et j'étais vraiment surprise par l'engouement qu'il y a eu, sur le podcast et puis ça se voit aussi, tu as une belle communauté, tu fais un beau nombre de vues, donc je pense Oui, qu'il y ça a, se met en place, il y a ouais. pas mal de choses qui donc voilà, on peut que recommander. Merci Moi, beaucoup. j'étais impressionné, Dylan, par ta capacité enfin, tu vois, focus. Bon, bah, c'est un nom et tout, mais en vérité, moi, j'étais, lorsque vous étiez en train d'enregistrer tous les deux sur le canapé, donc j'étais un peu, voilà, spectateur de ce Mmh. podcast, de cet enregistrement, et j'étais assez bluffé par le fait que, je sais pas, ça a duré 1 heure la conversation. T'étais absolument concentré du début à la fin. Bah, sur ce que tu disais, Émilie, en fait. C'est-à-dire que 100% de ton attention, en tout cas, moi, c'était ma Oui. perception quand je te regardais, Non, mais c'était c'est le cas. 100% de ton attention était sur Émilie et pendant 60 minutes. Et Ouais. ça, je dois Ce dire qui est pas que ce qu'Arnaud un n'a jamais peu, réussi à faire. j'étais un peu jaloux parce que moi, c'est un peu mon rêve, tu vois. Alors, Et je je sais dois pas dire, comment j'interprète tout ça, mais comment je dois bah interpréter non, c'est vraiment, non, pendant mais 60 Non. minutes sur pour moi, Émilie, j'étais admiratif. J'étais OK. admiratif que tu tiennes la Non, ça conversation et que t'es vraiment, bah, Alors que ouais, ouais, c'est ce tu que je mènes dis au ton début, épisode, tu mènes ton interview ouais, de manière extrêmement hyper bien, concentrée, géré ouais, ça attentive. c'est venu par et J'étais bienveillante. l'expérience bienveillante, ouais, justement, bien mais sûr. si tu revendiques l'humain et que t'es pas en synchronicité avec la personne que tu reçois et que tu lui dis juste à quel âge, tu quelle taille de chaussures, hein, ça se ressent direct, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois en début d'enregistrement, comme quoi je suis vraiment en synchronicité. J'ai une trame de podcast où on va t'emmener de A à Z. Donc c'est un peu le chemin du héros, simplifié avec les différentes étapes d'où tu pars pour faire ta quête, les différentes difficultés que tu rencontres, etc. Mais je suis vraiment, à ce moment-là, je suis avec Émilie, justement, je l'écoute et je rebondis sur ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que je peux pas enchaîner 2-3 invités de suite parce que je suis lessivé en termes d'énergie, quoi. J'ai Ah essayé bah une ça m'étonne fois pas. et j'y arrivais pas, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je répartis les séances d'enregistrement, et parce que sinon ouais, ça c'est vraiment, tu es dans l'autre, quoi. Donc tu essaies de rentrer dans ton cerveau, donc ça demande pas mal d'échanges d'énergie, et c'est pas évident, quoi. Donc voilà. Top. Mais Moi, merci En en j'ai tout tout cas beaucoup cas, Bah, pour vos franchement, non, c'était compliments. super. Enfin, j'ai vraiment apprécié Merci de beaucoup. pouvoir témoigner d'une personne qui était capable de faire ça. OK, c'est Moi, gentil. j'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre de la plateforme YouTube, qui est ta plateforme de prédilection, si je me trompe pas, Oui. pour le Média Focus, pour ton podcast. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur YouTube? Beaucoup de gens se disent bon bah ok, Instagram, on peut poster sur LinkedIn, mais YouTube c'est une plateforme qui semble quand même je sais pas, plus concurrentiel, peut-être, je sais pas, qui fait, où on a plus l'impression de voir des formats longs. Alors même si maintenant on voit beaucoup de shorts évidemment, et ça prend de plus en plus de place, mais c'est quoi toi ton avis sur YouTube pour 2026 pour, prendre la parole dessus, via des vidéos? Bah, écoute, la première chose, je pense que c'est valable pour toutes les plateformes, c'est la récurrence de production et de sortie de contenu. Donc voilà, après ça dépend de ton positionnement, hein, ce que tu veux faire, mais moi c'est vraiment le parti pris d'être humain, donc voilà, j'essaie de garder mes valeurs, de les mettre en avant par rapport, aux intervenants qui viennent justement échanger, par rapport au contenu que je mets en avant. Enfin, j'essaie de faire quelque chose qui me ressemble, que je puisse Bien sûr. défendre dans la vraie vie, tu vois? Je vais pas commencer à
prostituer entre guillemets, mais Mmh. c'est la récurrence du contenu. Donc ça veut dire que moi je sors toutes les semaines, une vidéo longue le dimanche et j'en extrais 4 shorts pour YouTube. Donc le short, la même chose que sur les autres plateformes, c'est très bien, ça fait un peu un canal d'acquisition, mais ça convertit pas grand-chose. Ça veut dire que tu fais organiquement 1 000-2 000 vues, tu vois ce que je veux dire? Mais rien ne se passe, quoi. Le mec va pas suivre ta chaîne, quoi. Donc c'est vraiment le contenu long qui te permet de créer ta communauté, ton audience. Il faut juste savoir que YouTube aux États-Unis, et je pense qu'en Europe, ça le fait, devient le canal le plus visionné pour de l'information, peu importe lequel, hein. Donc les médias traditionnels perdent énormément de parts de marché. Je pense que les médias traditionnels vont mourir avec, malheureusement, peut-être, la génération qui sont celles de nos parents. Mais, même les quadras, les quinquas ne regardent, enfin, fournissent leur information sur YouTube, quoi. Donc tu peux autant avoir de l'actualité que du peu de la politique, de l'économie, de la géopolitique, de la technologie et cetera. Donc aux États-Unis, c'est passé devant la télévision traditionnelle. En Europe, c'est les indices sont dans le même sens. Donc j'invite vraiment les gens à construire le plus vite possible une chaîne YouTube, pour autant qu'il y ait de la récurrence et de la discipline. Donc c'est comme dans tout. Faut de la récurrence, faut de la discipline sur la création du contenu. Et puis après, il y a pas de miracle, ça prend du temps, quoi. Je crois que c'est Coluche qui disait, j'aime bien cette citation-là, il disait: «J'ai mis 10 ans à devenir connu du jour au lendemain», quoi. Les Mmh. Squeezie, les Anne, comment on s'appelle ça, Inox et tout ça, ils ont commencé en 2013-2015, enfin, ils ont mis des années avant d'acquérir vraiment de la Mmh. notoriété pour pouvoir en vivre. Donc c'est vraiment cette discipline-là et cette récurrence. Donc du moment où on s'engage à faire quelque chose, peu importe ce que ça soit, faut le mener jusqu'au bout de sa vie, quoi. Donc voilà, puis après il y a des opportunités qui font que vous allez pouvoir décliner d'autres formats, faire des collaborations, mais non, c'est ça, quoi. Donc YouTube, c'est vraiment une plateforme et je trouve qu'elle a une réputation de sérieuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mmh. pour moi, tu as en gros Snapchat, voilà, ça c'est un certain niveau de la société. Tu as TikTok, et après tu as Instagram, LinkedIn, Facebook et tu as YouTube qui est loin devant. Et demain, quand tu as 1 000 followers sur YouTube, c'est comme si tu avais 100 000 sur TikTok en termes de comparaison, de qualité, d'audience, quoi. Non, par contre, j'avais entendu une fois, le témoignage d'un gars qui avait lancé sa chaîne YouTube, qui était, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur la thématique de l'histoire et qui avait, buzzé. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une de ses vidéos qui avait fait, des centaines de milliers, sinon, des millions de vues, mais d'une communauté qui n'était pas vraiment sensible à l'histoire et en fait, il indiquait que c'était un peu un cadeau empoisonné parce que ça avait complètement déréglé l'algorithme et que finalement ses vidéos précédentes étaient du fait que sa vidéo avait popé à plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers de vues, eh bien était présentée à une audience qui était similaire à celle que tout le monde avait regardé et qu'en Ouais, fait ça l'avait complètement mis dedans quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment c'est ça. le cadeau empoisonné. C'est ça, c'est que je pense qu'il vaut mieux avoir une petite commu mais active, tu vois? Qui réponde et qui est concernée par ce que tu fais. Et puis, mais en fait, c'est un dilemme parce que si tu veux, YouTube, moi, je pense pas monétiser avec la plateforme. C'est plutôt un canal d'acquisition pour rediriger sur Oui, bien sûr, l'agence ou sur du partenariat commercial, tu vois? YouTube, je pense bien sûr. ils vont me verser 0 francs de leur vie, quoi. Donc du coup, je dois mettre un modèle économique différent, un écosystème différent pour pouvoir générer de la monétisation. Mais après, si tu victime de l'algorithme, tu y peux rien non plus, tu vois? Mais effectivement, d'avoir 150 000 personnes qui te suivent et puis que quand tu leur dis: «On va tous, se voir, dimanche au Starbucks pour discuter d'eux» puis qu'il y a personne qui vient, il y a pas d'intérêt, quoi. Vaut mieux en avoir 15, mais chaque fois que tu fais un mouvement, ils te suivent, tu vois? Mais ça, c'est le truc de l'algorithme, quoi. C'est pour ça que quand ça pète, c'est bien parce que ça donne aussi une certaine crédibilité. Tu te dis: «Attends, j'ai des vidéos, moi je commence à accumuler quelques milliers de vues, centaines de milliers de vues sur 2025». Un partenaire commercial, il va être rassuré, tu vois? Parce que lui, je veux dire, objectivement, il va se dire: «OK, il a du monde, donc ça va être vu, plus vu». Mais même si c'est faux en termes de réalité, parce que peut-être que, sur les 500 000 vues, j'ai comme l'autre personne et j'ai des gens qui ont vu ça, qui sont absolument pas concernés par voilà, c'est sur le parcours humain, c'est différent. Mais après sur les thématiques qui vont être plus business, voilà, donc c'est vraiment, ouais, c'est pas évident, mais je comprends le fait qu'il soit victime de l'algorithme, mais c'est pas évident, mais bon, après tu peux rien y faire, quoi, donc Ouais, c'est comme ça. et Et on voit de plus en plus sur YouTube certains créateurs de contenu qui disposent d'une communauté grande, moins grande, c'est même pas trop lié à ça. Et en fait, ils ont fait un onglet rejoindre. En fait, tu t'abonnes avec de l'argent en fait, hein. Donc ça peut être 5 francs, ça peut être 10 ça francs. marche pas. Et tu as accès à des contenus exclusifs, un peu sur le modèle Substack, Ouais, des newsletters payantes. Mais là, c'est sur YouTube.
et je me demande si beaucoup de gens rejoignent, bon, tout le monde ne l'active pas nécessairement, je le vois assez rarement, mais à chaque fois que je le vois, je me dis: «Ah tiens, déjà, est-ce que ça vaut le coup Oui. que moi je paye pour aller voir le truc?» Ça, c'est une autre question, ça dépend du créateur. Mais est-ce que côté créateur, c'est quelque chose qui marche vraiment? Alors les Je retours serais que j'ai curieux pour, de ouais, non, ça marche pas. Les retours que j'ai par rapport aux gens avec lesquels je collabore sur justement le côté, communication, qui ont activé ça sur la chaîne YouTube, heu, ça il y a très peu d'abonnements donc c'est ouais. Je pense qu'il faut vraiment voir YouTube, alors si tu arrives à monétiser via l'application, c'est génial, mais comme un canal d'acquisition, quoi. Donc où tu vas non mais apporter tes ça valeurs, ta vision, ta philosophie, ton histoire. non, bien sûr. Non, mais je me Mmh. demande si pourquoi si ça marche pas comme, tu sembles, le dire avec Les gens ont les l'habitude de témoignages que tu consommer gratuitement sur YouTube. et voilà, c'est ça. Tandis que des plateformes comme Substack qui eux ont des versions gratuites et des Très long, créateurs qui te Odéon. font payer au bout d'un moment, Mmh. et qui sont d'ailleurs en train de moi récemment, je me suis abonné, sur le Substack d'un journaliste américain, qui avait fait des reportages incroyables dans les années 70, 80, enfin vraiment une figure, donc il doit avoir 82 ans, qui a ouvert son Substack et qui continue de faire son travail. Donc ça, c'est pas juste du marketing digital, c'est pas juste de l'entrepreneuriat, ça va vraiment partout. Heu et donc Ouais, et là et peut-être qu'effectivement YouTube, les gens sont pas habitués à payer pour du contenu, en fait. non, non, c'est ça heu, d'où ils rémunèrent justement tu vois, je veux dire les créateurs de contenu pour les garder, pour garder le taux d'attention et cetera. Mais le système d'abonnement fonctionne pas top sur YouTube. Mais c'est comme je te dis, c'est vraiment un canal d'acquisition, c'est d'acquérir une certaine autorité, puis après tu dis: «Bah, je sais pas, soutenez-moi sur ma cagnotte Tipeee» ou je sais pas, ou alors, Voilà, ouais, exactement. «Abonnez-vous à Mmh. ma newsletter Substack» ou alors «Venez au networking, qui a lieu à tel endroit, et c'est 20 balles l'entrée». Voilà, c'est vraiment un canal d'acquisition, quoi. C'est pas Mmh, mmh, forcément, mmh, mmh. en tout cas pour moi, ça sera pas forcément une source de monétisation directe, quoi, avec la chaîne et les propositions de la chaîne pour monétiser, quoi. Mais par contre, je vais sans doute acquérir des gens qui vont vouloir avoir leur marque qui soit, vue dans les podcasts, qui vont peut-être que je vais pouvoir engager mon audience. Justement, là, je suis en train de travailler là-dessus pour voir ce que ça convertit en physique. Est-ce que tu vas, par exemple, en 2026, aussi créer des contenus, des formats interview peut-être un peu différents, peut-être en extérieur, où les gens vont pouvoir reconnaître justement que ça se passe à Genève et de ce fait, quand ils vont voir passer, la suggestion de ta vidéo dans leur, feed YouTube, eh bien, ça va peut-être résonner un peu plus avec le fait que tu es une personne locale également, que est-ce que c'est des choses auxquelles, sur les formats, tu réfléchis à d'autres choses ou tu préfères Oui, continuer sur la route que tu as tracée qui est très bien, hein. Enfin moi je l'ai vu, ça fonctionne très bien. merci. Mais Non, du non, coup là, je qui est vais en justement, je vais faire un CarCast. Donc, je suis en négociation avec une marque de voiture pour, un CarCast, c'est un podcast en voiture. ah Donc, je suis en ouais, je vois bien, négociation c'est avec une cool marque de ça. voiture pour me promener à Genève, et cetera. Puis j'interviewe Super. la personne dans la voiture. Bon, c'est rien, C'est c'est un déjà vu et super revu, truc. quoi. Ouais, Mais ouais, c'est voilà, low risk quoi. ouais, donc c'est cool. Et puis je regarde aussi avec, comment ça s'appelle? C'est les CFF, tu sais? Parce qu'ils pour faire dans les gares, ils ont des gares assez cool à Genève, notamment celle qui est à Champel. Je sais pas si vous Ouais. voyez laquelle c'est là, les Oui, souterrains où La c'est, guerre des eaux vives, regardez, Ah non, juste avant, ouais. non, Pardon. c'est celle qui Ouais, tout est à fait. après l'hôpital, là, tu sais, en dessus de l'hôpital. ouais, Je sais plus le nom. Donc pour éventuellement faire, mais tout ça vient en fait, toute la vision est là si tu veux, mais j'ai ces fameuses étapes à franchir qui sont obligatoires. Donc je sais où je veux aller et je sais maintenant avec, mon âge avancé qu'il faut faire ces étapes et que tu peux pas passer du point A au point C, tu dois faire le B, le C et le D. Donc tout ça, en fait, si tu veux, je suis en train de mettre le socle en place qui fasse que demain, quand j'approche des institutions, ils disent: «Ah ouais, sa chaîne YouTube, c'est ouais, d'accord, il y a 50, 60 personnes qui sont passées, il y a des formats différents, il y a des milliers de vues». Toi, je suis obligé de construire ce socle-là pour avoir de la crédibilité quand je vais démarcher, les CFF, quand je vais voir une marque de voiture, et cetera, et cetera. Mais bien sûr. c'est l'optique du média cette année, c'est d'ouvrir justement les formats pour aller attirer des gens. Je suis en train de regarder avec les incubateurs à Genève pour qu'ils viennent présenter leur maison, leurs entreprises, et après parler de l'écosystème TPE, PME à Genève, tu vois, les startups, et cetera. Tout ça prend du temps, tout ça, enfin, c'est vraiment les étapes. Mais oui, oui, je vais diversifier les décors et je vais diversifier les intervenants aussi. Enfin, mais tout ça, tu peux pas y arriver d'un coup, quoi, tu vois? Donc tu es obligé de montrer que tu tiens la route, tu as de la discipline, de la récurrence, que ce que tu proposes,
il y a de l'interaction quand même. Ça se met en place, mais ça prend du temps, quoi. Donc 2026, ça va être de mettre le média focus en place, d'avoir d'autres formats, d'avoir des partenaires différents, enfin que ça upgrade un petit peu, quoi, tu vois? Mais ça prend du temps, Mmh. c'est tout ce que je peux je peux dire, quoi. C'est que mais oui, les idées sont là, d'où aussi je demande aux gens qui veulent rejoindre l'aventure, heu, plein d'énergie, plein de leurs envies et cetera. Tout est faisable, quoi. Donc voilà, là, je suis en train de diffuser la bonne parole pour ce média focus et puis, bah, j'attends les retombées. J'ai déjà des gens intéressés à me suivre financièrement, des gens qui me proposent des endroits pour me développer aussi. Donc vraiment, c'est cool. Les retours sont vraiment très positifs. Maintenant, faut orchestrer tout ça et puis mettre les choses par étapes et puis avancer, quoi. Mais oui, oui, le format Carcast est en vue. J'ai une j'ai comment dire? Un retour favorable d'une marque de véhicules électriques. Donc voilà, on verra. Après, c'est le début du début, quoi. OK. Ça va prendre du temps aussi. On attend le Parapentcast. Mais ça, je te laisserai faire. Alors, avec grand plaisir, si tu veux mettre ça en place. Je te laisse aller voir tout ça et puis, je t'attends en bas, moi, avec grand plaisir. On arrive à la fin, de cette, interview. On a toujours la même, question quand on arrive à la fin. C'est, la question, il y a pas que le e-commerce, dans la vie. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, un livre, un podcast, une série Netflix, n'importe quoi qui nous permet de nous changer les idées? Alors qu'est-ce qu'on va s'orienter sur quelque chose. Alors peut-être on va rester dans Ou le des domaine chaînes du YouTube. Ou des du chaînes ouais, YouTube, ouais, on va exactement, peut-être, ouais. rester dans le domaine du podcast. Qu'est-ce que je pourrais me proposer? Que je regarde là, je suis assez axé sur, j'ai le dernier que j'ai vu que je conseille à tout le monde, c'est Mathieu Stéphanie qui a un podcast, normalement que les gens connaissent, qui s'appelle, GD, comment c'est? Génération Génération Do It Do It Yourself. Yourself et ils ont été faire un documentaire en Chine, mais vraiment sans préjugés, sans a priori, sans angle narratif. Juste, ils ont reçu, en fait, le business en Chine, comment c'était. Et ben, je vais vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Parce que c'est, les mecs, ils ont tout, tu peux vraiment penser à créer quelque chose et dans un environnement de 3 kilomètres, tu as tous les composantes pour le faire. Donc ça veut dire, tu mets 9 mois pour créer un robot en Europe. Là-bas, tu mets, je crois 3 ou 4 mois pour le faire, quoi. Parce qu'ils ont un écosystème qui fait qu'ils ont tout regroupé, le mec qui vend la petite pièce là, la vis là-bas, le système électrique, c'est tout regroupé au même endroit et c'est marrant parce que tu as vraiment l'opposition du côté avant-gardiste technologique où tu as des cités entières, des villes entières dédiées à ça, à la technologie, au développement, au textile et cetera. Puis tu as le côté très, très historique de la Chine justement où tu retrouves ces maisons ancestrales et cetera. Mais la Chine, ouais, ils sont loin, ils ont vraiment pompé le savoir-faire de l'Europe intelligemment, hein. Ils ont envoyé leurs personnes se former dans les meilleures universités et autres en Europe et aux États-Unis. Ils les ont récupérés. Puis maintenant, ils ont le savoir-faire. On les a sous-traités en disant ouais, la Chine est l'usine du monde. Et maintenant, c'est eux qui donnent le ton, quoi, tu vois. Donc non, ils ont fait la boule pendant 50 ans. Puis maintenant, ils vont devenir les maîtres du monde, je pense, assez rapidement. Et s'ils le sont pas déjà, quoi. Donc voilà mon avis, quoi. Donc allez voir le documentaire sur la Chine de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Génial. Bah, merci pour Super, ta je vais aller regarder ça. recommandation Merci à vous et à pour très bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Salut Dylan. Ciao, merci. Bye bye. Merci à vous.